Tadam! Bonjour Charline, Hello! comment ça va? Ben, ça va bien, Alors ça tu es un va. petit peu pixelisé, mais je crois que ça passera peut-être. Je sais pas d'où la connexion, mais c'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver. Pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu Oui, peux juste en quelques mots te présenter? tout à fait. Donc, je m'appelle Charline, bonjour à tous. Je suis Head of Product au sein de Patalog et principalement au sein de Patalog Innovation Factory. Donc, je travaille sur tout ce qui est le process d'innovation et l'accompagnement de nos clients dans la conception et le développement de leurs produits digitaux. Voilà. Et j'ai des passions, le sport avec le triathlon, le cinéma et bien sûr le produit. Voilà. T'as la Donc, passion produit, toi. C'était comme ça. j'ai la passion produit. Elle t'est, Je vis produit, je me lève le matin, je pense au produit. Voilà. non mais c'est beau, mais moi j'ai la même, mais j'en parle beaucoup moins. J'en parle beaucoup moins bien que toi en tout cas. Et juste pour qu'on sache, vite fait aussi pareil, ton parcours avant d'arriver chez Pentalog en deux, trois mots, pour qu'on sache ton track records à propos de digitalisation et tout ça. Ouais. Euh, alors, je suis ingénieure à la base de formation. J'ai commencé ma carrière professionnelle il y a plus de 10 ans, hein, ouais, c'est ça, en tant qu'ingénieur recherche en 3D. Donc, je faisais du développement de moteurs de rendu 3D temps réel. Donc, un peu rien à voir avec tout ça. Mais quand même, hein, parce que c'était la création d'interfaces digitales. Et ensuite, j'ai travaillé pendant un peu plus de 4 ans au sein de Canal+, à la direction de l'expérience digitale. Du coup, sur différents produits du groupe, interface télé, site web et applications mobiles, comme MyCanal, Canal Play, quelques sites et applications des chaînes gratuites aussi. Voilà. Bah, Et très bien. après, j'ai rejoint Pentalog, du coup, il y a 3 ans maintenant. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de digitalisation. Donc moi, j'ai fait mes petites recherches aussi parce qu'il n'y a pas que ce mot, il y a plein de mots. Il y a des mots compliqués. Il y a digitalisation, il y a numérisation, il y a des intermédiations, non, dématérialisation. Il y a tout un tas de mots. Est-ce que pour clarifier pour tout le monde qui n'est pas forcément alerte comme tu l'es, tu peux nous rappeler les mots essentiels que je viens de citer et ce que ça veut dire peut-être? Ok. On va commencer par le premier, qui est le plus simple, enfin en tout cas celui qui fait le moins de choses, c'est la numérisation. La numérisation, c'est l'idée de prendre quelque chose de physique et du coup de numériser sa donnée. Donc, je prends par exemple l'exemple d'un papier qu'on va scanner et du coup qu'on va obtenir sur son ordinateur en contenu numérique, un PDF Ok. de ce document. Ça, c'est la base. La Ouais. dématérialisation, comment? Ça, c'est la base, on va dire. C'est le truc. Ça, c'est la base. C'est ouais, comment on transforme une donnée et qu'on la met en numérique, en Ok. fait. La dématérialisation, on va un peu plus loin, puisqu'en fait, c'est toujours des contenus numérisés, enfin, de la donnée qui est numérique, sauf que là, on va vraiment produire directement le contenu qui est nativement numérique. Par exemple, au lieu de se dire j'ai un document papier, je le scanne et ça me fait un contenu numérique, je peux très bien directement le taper depuis mon ordinateur, depuis un formulaire en ligne, par exemple, qui va Mhm. générer du coup un document. Donc ça, c'est la dématérialisation. D'accord. Donc, c'est encore un petit cran dessus. Et dans la dématérialisation, on peut voir, il y a de la dématérialisation de données, donc c'est ce dont je viens de parler, mais ça peut être aussi la dématérialisation d'outils. Par exemple, le scan qu'on retrouve en application sur son téléphone ou l'appareil photo aussi qu'on retrouve en application sur son téléphone. C'est D'accord. vraiment comment je transforme quelque chose de physique en quelque chose de immatériel, du coup, sur le digital. D'accord. En Et trois, alors ouais, après, c'est quoi? Moi, j'ai la digitalisation, c'est là que ça commence. Là, ça commence à c'est devenir là un que peu ça sérieux, quoi. Là, on rentre dans le dur. Ouais, digitalisation, en fait, c'est on utilise la numérisation et la dématérialisation, mais là, on transforme complètement des processus entiers, en fait. Donc, ça va pas être juste document qui est numérisé et dématérialisé. C'est comment, par exemple, ce document ensuite, il va être réutilisé par une certaine personne, qui va être mis dans un workflow en fait de travail, et tout ça, c'est entièrement sur le digital. Donc, on peut voir, par exemple, tout ce qui est digitalisation des process administratifs. En fait, votre document numérique, il va transiter d'un logiciel à un autre, d'une personne à un autre, via mail, via d'autres interfaces digitales, Hein. pour être suivi. Je ne sais pas si vous faites une demande en ligne, par exemple, là, auprès de votre mairie. Tout ça, c'est un processus de digitalisation parce qu'on a digitalisé le process. Alors qu'avant, par exemple, on allait voir une personne en mairie, lui donner notre petit papier, notre demande, par exemple, pour je ne sais pas quelle
demande administrative. Elle allait le déposer au bureau de la voisine, voilà, ce genre de choses. Du coup, bah là, tout le process est entièrement dématérialisé et donc est digitalisé parce que on parle de process en fait. Un autre exemple peut-être plus parlant, c'est ouais, on parlait de ça l'autre fois, mais si on s'abonne par exemple à un journal, avant on recevait le journal papier, on avait dans le journal une petite page qu'on pouvait arracher ou récupérer qui permettait de remplir un formulaire de demande pour avoir l'abonnement du journal, qu'on envoyait par papier directement dans une enveloppe par la poste, qui était reçue du coup par le journal, et après vous recevez votre journal depuis votre boîte aux lettres. Bah ça, tout ça maintenant, on le fait directement en ligne. On peut faire et payer aussi en ligne directement l'abonnement. Donc ça, c'est une digitalisation effectivement d'un process complet, quoi. D'accord. Alors, oui, il peut y avoir des petites digitalisations et des grandes digitalisations. C'est comme il y a des bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Il peut y avoir ça. En fait, je dirais qu'il y a aussi, dans la digitalisation, il y a plusieurs types. Par exemple, tu peux avoir une digitalisation d'un point de vue organisationnel. Ça va être de transformer des outils et des méthodes de travail en interne pour mieux collaborer entre nous. Bah là, typiquement, on utilise voilà un service de visio, on utilise Facebook, on a tout plein d'outils aussi pour collaborer et travailler, par exemple Slack, Microsoft Teams, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est comment on digitalise une organisation pour continuer à travailler, ben, même en période de confinement comme aujourd'hui. On peut voir de la digitalisation aussi dans les process métiers. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du système administratif, par exemple, pour les demandes mairie. Mais ça peut être, on a tous les outils RH aujourd'hui qui sont disponibles. Je pense à Talentsoft, Payfit ou ce genre de SIRH. Qui ont complètement digitalisé des process complets, du coup liés à un métier en tant que tel. Donc là, c'est celui des RH. Donc c'est un exemple. Hein. Et après, on peut avoir de la digitalisation plus d'un point de vue utilisateur finaux, client final, et on rentre vraiment dans la digitalisation d'un service ou d'un produit qu'on délivre à des utilisateurs comme toi, moi, Christelle. Et là, vous en avez des tas. Hein. Si vous ouvrez votre téléphone, toutes les apps qu'il y a sur votre premier écran, je pense que tous, c'est ça, quoi. C'est comment on a digitalisé une partie d'un service qu'on avait déjà avant. Et le dernier en date que j'ai testé, que j'avais jamais fait avant, c'est une application qui te permet de faire des rendez-vous de médecin en visio. Il y a quelques jours, là, j'étais un petit peu malade. Je n'avais pas le Covid, mais ou je ne sais pas, peut-être. Mais donc j'avais voilà, et je devais prendre rendez-vous chez le médecin. Donc plutôt que de me déplacer pour éviter, bah, il y a tout un tas de plateformes qui te permettent de faire directement ton rendez-vous de médecin en ligne. Donc avec des prises de photos aussi pour cibler les zones, s'il a besoin de regarder dans tes yeux, dans l'intérieur de ta bouche, parce qu'il peut plutôt sculpter en physique. Donc tout ça, c'est une digitalisation d'un service qui était, je vois le médecin rend ce service, mais du coup avec des applications complexes. J'ai trop de. C'est plus clair pour toi, Cyril. Si, ouais, mais là, c'est avec ton histoire de médecin, j'ai trop de vannes qui me viennent. Mais il faut pas, parce que là, on est sérieux. Et juste pour finir sur les échelons, est-ce que la transformation, entre la digitalisation et la transformation, c'est quoi la différence? La transformation, c'est la. Tu vois ouais, bah alors dans la transformation digitale, on a encore une autre vision qui est transformation méthodologique, vraiment dans la méthodologie de travail, parce que du coup, on va vraiment impacter toute une organisation complète, non pas que les process métiers, mais aussi comment sont pensés ces process-là et comment il faut rechallenger sa vision sur les produits qu'on délivre, les services qu'on délivre et la manière dont on organise le travail au global. Et du coup, ça passe par des méthodos qu'on connaît tous maintenant, hein, l'agile par exemple, par exemple uniquement, je pense d'ailleurs, l'agile, la pensée produit, c'est tout ça, c'est inhérent en fait à la transformation digitale. On change complètement les manières de faire, on transforme les interactions entre les gens, on modifie vraiment les équipes et les organisations complètement. D'accord. Donc, c'est le processus ultime, je pense, je dirais. Du coup, c'est vraiment un entonnoir, en fait. On a la transformation digitale qui englobe tout un tas de digitalisation de process. Cette digitalisation de process, ça implique de la dématérialisation et de la numérisation de documents, de données, quoi. Donc, c'est comment on redescend jusqu'à la donnée au plus bas. C'est limpide quand je dis que tu es digital woman. Tu vois, je m'étais pas trompé. Il y a une petite question qui dit, elle est rapide celle-là, est-ce qu'on peut digitaliser les élections, par exemple?
Ah, c'est ça, mais j'y ai vraiment pensé parce que c'est vraiment un enfer. Je ne sais pas si vous avez vécu le fait de rien pouvoir faire sa demande de procuration. Ouais. Ce genre de truc, déjà, je trouve ça impensable qu'on soit encore obligé de passer par 12 000 étapes là, pour faire cette demande-là. Donc, je l'ai vécu pour les dernières élections, là, il y a quelques temps. Et d'ailleurs, j'avais l'impression de me retrouver dans le dessin animé d'Astérix et Obélix, où il est dans la maison qui rend fou, là, où il faut qu'il ait le formulaire 212, C'est ça. et après il monte au 6e étage et tout ça. J'étais baladée dans 3 commissariats ou trucs à Lyon, là, avant qu'on me dise, ah ben non, on le fait pas ici, il faut que vous alliez à Lyon 2 ou je sais pas quoi. Et j'arrive à Lyon 2 et là, en plus, les mecs me disent, non mais alors, en fait, par contre, on a trop de demandes, donc revenez dans 1 heure. Donc vraiment, j'avais que ça à faire en plus. Donc d'accord. Donc Alors on va pas on pourrait très digitaliser. bien le faire directement. C'est vrai que je ne comprends pas. D'accord. On a un petit bug, hein. C'est compliqué ta connexion, mais on va y arriver. Il faut juste que je parle doucement et que toi, tu peut-être... Non, ça va aller. Bon, pour rentrer dans le dur, là, pourquoi est-ce qu'une entreprise a intérêt à digitaliser? Bah, je vais simple, hein. Pourquoi moi, je viens chez toi digitaliser en tant Pourquoi une qu'entreprise? entreprise doit digitaliser? Ouais, Ouais. pourquoi? Bah, en fait, les enjeux de la digitalisation, c'est que ça permet de survivre à beaucoup de choses. Et je dirais qu'il y a trois. Je montre 4, je dis 3. Ah ouais, 4 en axes, fait, t'es pas triathlète, t'es 4 axes quadriathlète. D'accord. importants. 4, je ne suis même pas comptée. Il y a 4 points qui font que la digitalisation, c'est la vie. Je dirais que le premier, c'est que ça améliore la performance de vos collaborateurs. Donc là, c'est plus dans un souci, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, d'outils internes et de digitalisation interne à une entreprise. Je vais donner des exemples après si vous voulez, mais je dis les 4 quand même. Donc, amélioration de la performance pour pouvoir rester compétitif aussi dans un environnement économique complexe qui évolue. Et là, on est pile dans ce cas-là. Le troisième point, ce serait pour fidéliser ses clients et acquérir des nouvelles parts de marché. Parce que du coup, on Ouais. procure fidéliser parce qu'on leur propose des services additionnels. Et en plus de ça, on peut acquérir des clients qu'on n'avait pas avant parce que c'est par le digital. Et le quatrième point, je dirais, c'est que ça permet un business model, et notamment en crise, de se dire comment on peut rebondir et que le digital est une solution parce que du coup, il permet d'ouvrir à des possibilités de repenser son produit et les services qu'on délivre. Et donc, du coup, peut-être pour donner quelques exemples, si on parle d'amélioration de performance, donc un exemple, par exemple, là, on a travaillé avec une société pour laquelle il fallait qu'on réfléchisse à un outil interne pour faciliter en fait le travail des collaborateurs. Bon, typiquement, c'est une sorte d'intranet collaborateur. La complexité, en fait, c'était que dans cette boîte, il y avait énormément d'outils qui étaient accessibles uniquement sur le réseau interne au site de la boîte. Ouais. Et en l'occurrence, il y avait quand même des gens qui travaillaient en extérieur et qui, du coup, n'avaient pas forcément toutes les informations parce que ne bénéficiaient pas du réseau interne et donc de tout ce qu'il y avait déjà sur les outils internes. Du coup, en fait, un enjeu de créer ce nouvel outil, c'était de digitaliser aussi et de proposer en fait un service additionnel qui était accessible depuis l'extérieur et du coup qui permettait de mieux reconnecter l'ensemble des personnes du coup de l'entreprise. Et là, c'est notamment un enjeu hyper fort en cette période parce que typiquement, je pense qu'il n'y a personne sur le site actuellement. Et donc, s'il n'y avait pas ce service digital qui permettait d'avoir accès quand même aux outils en externe, et pas quand je suis sur le site, et de pouvoir continuer à travailler sur les projets, pouvoir continuer à échanger avec les différentes personnes et avoir accès à des données sensibles, du coup, c'était plus du tout possible, quoi. Donc, c'est vraiment dans cette notion-là, on propose la digitalisation, c'est de proposer un outil numérique pour rationaliser le flux de travail, quoi. Vraiment. Donc, c'est vrai que c'est assez compréhensible et assez simple à comprendre, je pense. D'accord. Ok. Ça, c'est une boîte. Donc, ça, c'est un client Pentalogue sur lequel tu as travaillé? Ouais, D'accord. ouais. Ok. T'as pas le droit de dire les noms, tout ça? Non, Euh, sinon tu l'aurais dit. si. Non, mais je peux le dire, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais c'est Grand Lyon Habitat. C'est D'accord. Grand Lyon Habitat qu'on accompagne là et on est toujours dessus. Mais c'est vrai que c'est un super enjeu. Alors eux, ils sont dans une transformation digitale globale, mais on a intervenu vraiment sur cette partie-là de digitalisation d'un outil collaboratif, quoi. D'accord.
Ok. D'autres exemples, parce que moi j'aime bien les vrais exemples de la vraie vie. Euh, pour illustrer peut-être mon deuxième point sur la partie comment on reste compétitif dans un environnement donc un peu complexe comme aujourd'hui. L'idée c'est de se dire j'ai peut-être même déjà un service digital en fait, mais comment je vais l'adapter pour répondre du coup à l'environnement actuel. Et Mhm. là, j'ai un super cas de client qu'on a en ce moment qui s'appelle Maela. Ils ont une application de suivi de patients après opération. Et typiquement, avec là toute la crise actuelle et donc le contexte Covid, ils ont complètement transformé le workflow en fait de suivi des patients pour le suivi de patients Covid. Donc c'est comment ils ont adapté leur modèle sur un contexte là actuel. Donc, ils avaient déjà le service digital, hein, mais c'est vraiment ce côté, j'arrive à rebondir en fait pour rester compétitif du coup, puisque du coup mon application sert pour tout le monde, quoi. Alors que effectivement, s'ils étaient restés dans l'actuel qu'ils avaient, peut-être qu'il y avait moins de demandes. Mhm. Et là, on le ressent aussi particulièrement, je trouve, sur tout ce qui est restaurant, bar, en fait, tous ces lieux de vie dont on n'a plus du tout accès. Comment ils peuvent toujours continuer à tourner, ou en tout cas ceux qui essayent de le faire. Donc, il y a plein de démarches qui se sont faites. Je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, mais énormément de comptes de restaurants qui se lancent en proposant du coup des services alternatifs de livraison. Parce qu'ils étaient peut-être pas forcément connectés à des apps comme Deliveroo ou ce genre de choses. Donc, ils communiquent énormément sur OK, on va rebondir, donc transformer et pouvoir utiliser les réseaux sociaux qui existent déjà, parce qu'on n'a pas le temps peut-être de trouver une app ou se digitaliser. Donc, comment on utilise les réseaux sociaux pour au moins communiquer. Et on est en train d'accompagner un client là-dessus. Sur la digitalisation complète d'un service de restaurant. Et là, typiquement, ça pourrait être un moyen de survivre dans l'état actuel, puisque on retrouve le contexte du restaurant, du coup, mais sur le digital, sans être forcément en physique, quoi. Je peux toujours avoir accès à l'ensemble de ce qui est proposé par le restaurant, mais Ouais. du coup, depuis la table, quoi. Donc ça pourrait être Donc c'est une façon de, c'est un moyen, du coup. ouais, c'est une façon de fidéliser aussi. Ça, c'est un autre point. Mais C'est aussi une façon de fidéliser complètement parce que du coup, on perd pas ses clients vu qu'on repropose le service différemment. Et là, d'ailleurs, dans le côté fidélisation, je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle, les salles de sport. Les salles de sport qui, donc, par principe, c'est un lieu physique où tu viens voir tes coachs, tu viens faire des cours avec 25 sur les vélos, là, par exemple. Donc, des cours collectifs. Donc, ça, comment tu te transformes pour continuer à fidéliser tous tes clients abonnés? C'est proposer, en fait, ces mêmes cours en ligne. Donc, là, aujourd'hui, sur Facebook ou sur Instagram, pareil, il y a plein de lives qui se lancent pour quand même garder le rituel de chacun des abonnés du club sur les séances qu'ils proposaient en cours collectif. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, du coup, par ce biais-là, ils adressent aussi une nouvelle part de clientèle qu'ils n'avaient pas avant. Typiquement, tous ceux qui ne voulaient pas aller dans les salles de sport parce qu'ils n'ont pas envie qu'on les regarde. Il y a ce côté un peu quand même voyeuriste dans les salles. Tu n'aimes pas trop forcément que les autres te regardent, etc. Donc, ça ouvre la place un peu à ces gens qui n'avaient pas forcément envie de sortir de chez eux, mais qui voulaient quand même se dire, tiens, je vais faire du sport. Ça ouvre aussi le fait de pouvoir complètement internationaliser le truc. Je pense à des initiatives qui ont été lancées de créer, par exemple, des sessions live de gym où tu as des milliers de gens qui sont connectés en même temps partout dans le monde. Et c'est assez fun de se dire qu'on est tous, je sais pas, peut-être des milliers donc au même moment, alors qu'il y en a un qui est à New York, l'autre qui est en Chine. Et donc moi, je suis là à Lyon et en fait, on est tous en train de faire la même séance. Donc, en fait, ça génère une nouvelle dynamique. Et pour rejoindre le triathlon, j'entends beaucoup d'amis triathlètes. Alors moi, je le fais pas parce que j'ai pas le bon outil pour le faire, mais qui utilisent une application qui s'appelle Swift et en fait qui permet de simuler tout ton parcours de vélo depuis ton vélo que tu mets en home trainer. Donc chez toi dans ton salon, tu as un capteur sur la pédale et en fait ça te crée complètement
ça te donne l'impression d'être avec ton écran dans un parcours. Je sais pas, tu fais peut-être toutes les rues de New York, ton parcours vélo, et tu peux avoir tes copains qui sont connectés en même temps. Donc tu peux jouer à la course un peu avec tout le monde. Et comme ça capte vraiment ta force de pédalage, bah il y a une réelle, ouais, c'est la réalité augmentée quoi quelque part. Donc ça c'est top parce que du coup pareil les mecs de Swift là je pense qu'ils doivent être contents parce que vu le nombre de gens qui se sont connectés pour recréer un peu ce côté je fais du vélo parce que voilà quoi je suis cycliste ou je suis triathlète je pense qu'ils doivent être bien contents ouais, d'avoir eu cette application dès le départ et de l'avoir pensée. J'ai une petite question, même deux. L'éducation est sous pression en ce moment. As-tu des exemples de plateformes qui ont pris la décision de se digitaliser maintenant? Dans l'éducation, Ouais, peut-être pas, hein, c'est une question. j'entends beaucoup d'écoles qui se sont mis à utiliser Teams. Alors, je pense qu'il y a eu des accès donnés par Microsoft pour pas mal de classes, Hmm. pas du supérieur, je crois, mais jusqu'à enfin, les plus de petites classes, quoi. Idée de plateforme éducative, non. J'en ai pas qui me viennent là. Moi non plus. En tout cas, qui ont révolutionné le sujet. Bah écoutez, la personne, on Si, cherchera. Ah, d'accord. je pense à un truc, ouais. Alors c'est dans l'éducation, mais c'est en fait c'est plus dans la collaboration de projet. Je sais que il y a Miro qui est utilisé beaucoup et que nous on utilise aussi pour tout ce qui est atelier maintenant à distance. C'est en fait toute une interface où tu peux mettre des post-it, tu peux être plusieurs à collaborer sur plein de documents et en fait ça te génère, tu peux créer vraiment tout ton board d'outils numériques où tu peux rajouter vraiment plein de choses dedans. C'est comme un espèce de ouais, un gros tableau blanc en fait, mais sur ton app, ton écran. D'accord. Et donc ça, c'est un moyen d'avoir des cours un peu plus interactifs du coup, dans le cas de cours interactifs. Hein. Après, pour l'éducation, ça passe par là. Hein. C'est énormément de plateformes de vidéos. Donc, comme j'ai dit, il y a Teams, bon, il y a Zoom aussi, mais tout ce qui est juste le prof qui parle à ses élèves. Mais après, pour les plateformes interactives, ouais, de type Miro, Mhm. qui marche bien. Il y avait une autre question, mais avant de l'aborder, ce qui disait quelles sont les raisons pour lesquelles une digitalisation peut échouer. Alors moi, avant de te la poser, mais on la garde en tête, c'est quelqu'un qui se dit j'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est peut-être maintenant que je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Par quoi tu commences? Tu dois tout faire d'un coup, tu dois tout digitaliser ou tu commences par un petit bout? C'est quoi la méthode? Non, 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 non. Bah là, ça me permet de raccrocher à effectivement comment il faut y aller. Je ne peux que préconiser l'approche MVP. Je prêche pour un peu cette méthode, mais je l'aime Mhm. vraiment beaucoup pour tout plein d'aspects. Et pourquoi dans la digitalisation, il vaut mieux y aller pas à pas. En fait, faut avoir en tête qu'il faut fonctionner en agile, il faut penser produit et il faut penser MVP. Parce que se dire qu'on va tout digitaliser d'un coup, c'est faire, je pense, c'est se mettre trop de volume de choses à transformer au même moment. Donc, en termes de timing, de budget, c'est quand même relativement conséquent. Et Mhm. en plus, il ne faut pas du tout oublier qu'il y a des impacts en fait à la digitalisation qui sont, déjà, on change, on passe d'un outil à un autre, donc il y a tout un accompagnement utilisateur à faire. Il y a des craintes et des réticences que certains utilisateurs peuvent avoir sur le fait que le changement, ça implique peut-être aussi une manière de travailler différente ou une manière d'utiliser un service différemment. Et tout ça, faut pas le négliger, quoi, parce que c'est sûr que on transforme pas direct un usage complet en un autre. Ça se fait petit à petit. Il vaut mieux le faire petit à petit pour continuer à engager vos clients actuels, vos futurs clients, vos collaborateurs, pour les séduire en fait par petits bouts. Et c'est un moyen de vraiment découper tout ou partie de vos services, de aussi les repenser, parce que je pense qu'en digitalisant une partie, et c'est tout ça l'enjeu de la démarche MVP, de la démarche par itération dans un produit, c'est qu'on se rend compte dès qu'on lance quelque chose, on apprend aussi de ce lancement-là et de ce petit bout, et donc on en ajuste en fait par la suite. Si on lance tout d'un coup, déjà ça perd un peu tout le monde. Je pense c'est trop dur d'onboarder, comme on dit. L'onboarding est hyper important. Comment tu conduis tes futurs utilisateurs ou tes collaborateurs dans une transformation, c'est vraiment pas du tout négligeable. Surtout qu'en plus dans le digital, il y a ce côté où on perd un peu d'humain. Donc c'est vraiment un changement de pratique qui est pas forcément trivial, quoi, selon les outils et les services. Donc je dirais il faut y aller étape par étape.
La Donc, démarche MVP est bien pour ça. ouais. Tu as des Parce exemples de que, MVP? C'est quoi un MVP par exemple? Pour une ah boîte oui, donc l'approche MVP, c'est de se dire comment on peut lancer rapidement sur le marché ou enfin ouvrir en gros à des collaborateurs ou des utilisateurs un produit. Comment on co-conçoit ce produit-là avec les personnes qui vont l'utiliser demain. Donc ça aussi, pareil, ça permet de générer cet engagement. Et en fait, c'est un moyen de confronter rapidement l'idée qu'on s'est faite de qu'est-ce qu'on va digitaliser. On a priorisé peut-être une partie de tout ce process de digitalisation. Donc on a priorisé cette et l'approche MVP, c'est de se dire, je vais partir sur ce petit bout et de valider que effectivement, ça répond aux besoins, à la problématique et c'est efficace par rapport à ce que j'avais avant. Il ne faut pas que ça rende le truc plus complexe, sinon on a tout loupé, quoi. d'accord. Donc c'est un moyen de pivoter, de s'arrêter rapidement si jamais ça marche pas. Et ouais, en exemple de MVP, alors il faut se dire que du coup, un MVP sur une durée de vie, enfin, une durée de vie, c'est le début de son produit, c'est le début de la digitalisation, enfin, c'est les premières briques, donc forcément, c'est que le départ, Mhm. ça s'arrête pas à ce moment-là. Mais du coup, en cycle de vie, à partir de quel moment, dès qu'on a une idée et qu'on peut avoir une première version MVP, il faut se dire que c'est quelque chose qui doit être relativement court. C'est vraiment l'idée, hein, c'est qu'on teste un truc bien particulier. Du coup, on est sur des cycles de développement qui sont de 1 à 3 mois, ou 4 mois, mais vraiment jamais plus. Mhm. Parce que si on fait trop, ça veut dire qu'on a mis trop de choses dedans. Voilà, c'est toujours ce que je me dis. Plus c'est long, plus c'est que le périmètre est complexe ou trop important. Du coup, tu voulais des exemples, c'est ça? Ouais, c'était ça. C'était ça, d'accord. C'était ça. Des exemples. Un truc cool qu'on a fait donc avec Pentalog, c'est pour le client Up, chèque déjeuner. On a travaillé justement sur une première version d'application mobile pour la distribution d'aide et de paiement complètement dématérialisé, donc via une application mobile en fait. Mhm. C'est de la distribution d'aide comme fait le groupe Up en général, hein. Donc là, en l'occurrence, c'était des aides pour accéder à la culture et au sport plus facilement, enfin pour un public de jeunes. Et donc là, on a eu cette approche-là de se dire comment on peut rapidement lancer une app mobile qui fait ça avec en fait le parcours le plus simple, enfin celui en tout cas qui a au moins un parcours complet de je propose une aide, je peux la payer, enfin utiliser cette aide directement depuis mon téléphone avec un QR code et comment ça me crédite mon compte où je peux aller au cinéma, où je peux aller faire du sport, etc. avec. Et là, on a fait ça, on a mis 3-4 mois pour lancer la première version. Et ensuite, on a travaillé sur le produit pendant bien 1 an et demi et le produit tourne toujours. Donc, c'est pour vraiment dire que dès qu'on a l'idée, il faut vraiment réfléchir cœur de cible et cœur de fonctionnel, quoi. Et que digitaliser avec cette approche, c'est pas une montagne à surmonter. Au contraire, ça peut se faire relativement vite. Et j'ai un autre exemple à très dans l'actualité d'une digitalisation de service qui est hyper cool, je trouve. Donc, c'est un client qu'on accompagne et qui me tient tout particulièrement à cœur parce que vraiment, je trouve que le projet est hyper intéressant. Ça s'appelle MyMark. Alors, c'est de la semi-digitalisation, je dirais, parce qu'en fait, c'est vous recevez un kit chez vous pour vous permettre de faire automatiquement vos prélèvements. Ensuite, c'est une petite boîte en fait avec des petites, alors je sais pas comment ça s'appelle, j'ose pas dire les termes qui sont pas très techniques, mais qui permettent de prendre en gros des micro prélèvements sanguins. Donc c'est hyper simple à faire, du coup vous pouvez le faire vous-même. Ensuite vous remettez ça dans une petite boîte que vous renvoyez. Donc c'est un labo qui récupère vos données, qui les analyse, et vous récupérez toutes vos données et vos analyses directement sur une application. Et à partir de là, vous pouvez avoir le suivi exactement de quelles sont vos défenses immunitaires, ce genre de choses. Donc ça analyse plein de trucs, et ça vous renvoie régulièrement de nouveaux tests à faire, entièrement personnalisés, avec vraiment un suivi au fil du temps de l'évolution un peu de votre santé globale. Et eux, ils ont vraiment du coup eu l'approche que je disais tout à l'heure, comment la digitalisation permet d'adapter aussi au contexte plus facilement. Mhm. Avec le Covid, là, ils proposent justement de lancer des tests d'immunité au Covid. Donc, tu reçois le truc chez toi, tu fais ton test. Donc, ça t'évite complètement d'aller en labo, d'aller chercher les résultats aussi au labo. D'accord. Donc, Mhm. ça simplifie quand même vachement la démarche. Donc, c'est pour ça que je dis c'est semi-digital, parce qu'il y a quand même une partie, c'est pas ton téléphone qui va faire ton prélèvement sanguin, D'accord. Bon, ça viendra, hein. mais ça reviendra sûrement. C'est vrai que ça viendra sûrement.
J'avais vu D'accord. un mème là d'ailleurs actuellement qui dit comment survivre au confinement. Et en fait, c'est une app qui te permet de sélectionner ton vin. Et après, tu as un petit robinet qui s'ouvre et ça te verse ton vin dans le verre de vin. Mais ça n'existe pas, hein, c'est une blague. Ah bon? Ce serait cool. J'y ai cru, moi, tout de suite. Écoute, Ouais, moi aussi, sûrement. on arrive au bout de notre DEFCON 19. Ah, le temps passe si vite, Charline. C'est vrai que On c'est va, dingue. on va quand même essayer de C'est déjà répondre à ça. la question que quelqu'un a posée, qui disait, quelles sont les raisons pour lesquelles une digitalisation peut échouer? Toi, tu vas peut-être dire qu'il y en a pas, ou il y en a. Oh, il peut y en avoir plein. C'est quoi, ils Il étaient peut y pas en prêts? avoir plein. C'était pas La leur truc? digitalisation qui échoue, je pense, c'est le premier truc, c'est peut-être de ne pas avoir priorisé sur le bon pan fonctionnel qui Hmm. correspondait vraiment à une problématique utilisateur au final. Typiquement dans la démarche MVP, si vous vous lancez donc dans un premier service applicatif digital, mais qui ne correspond pas aux attendus de vos utilisateurs, qui focalise par exemple sur un outil métier, mais sur une fonctionnalité qui est finalement très peu utilisée par vos collaborateurs, oui, forcément, il n'y aura pas d'adoption parce qu'il n'y aura pas d'usage. Donc ça, c'est peut-être le premier truc. Le deuxième, c'est si vous onboardez pas correctement vos utilisateurs. Je pense que justement, parce que la digitalisation, ça transforme quand même les usages, faut accompagner les gens. Donc c'est comment on communique bien en amont, comment on commence à générer un peu le teasing aussi de ce nouveau service, ce nouvel outil qui va arriver, et comment on travaille vraiment l'onboarding dans cette première usage de plateforme, parce que sinon on risque de perdre un peu tout le monde, pareil. Et en général, quand on teste quelque chose et qu'on n'aime pas du premier coup, on est souvent assez intransigeant, on revient pas, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu l'idée. Donc travailler l'UX, c'est hyper important pour ça. L'UX, hein, pour les gens qui savent pas. L'UX, oui. Euh, L'expérience utilisateur. l'expérience utilisateur, the user experience. User Euh, experience. on nous demande de redonner le nom de l'appli magique qui fait des prélèvements de sang, parce que ça, moi je crois, c'était MyMark, non, que t'as dit, c'est ça? MyMark. Ouais, c'est ça. MyMark. Allez voir sur le site. Vous pouvez même acheter directement Comment ça s'appelle? Ça s'écrit votre comment? MyMark. Ok, MyMark. C'est bien. Écoute, moi je vais aller voir aussi. C'est le kit. Merci beaucoup, Charline. Merci pour cette discussion. À bientôt, Charline. Salut, salut! Salut.